C'est la région de tous les trafics, de tous les fantasmes. Au nord du Laos, le Triangle d'Or est devenu une destination très prisée des voyageurs occidentaux. Mais ils ne sont plus les seuls. Les touristes chinois se sont pris de passion pour les eaux paresseuses et dorées du fleuve Mékong, objet de toutes les convoitises. En moins d'un an, ces rives ont vu une ville sortir de terre. Une enclave chinoise en territoire Lao. Une ville sans mairie, mais avec un casino. Pour visiter les lieux sans trop attirer l'attention, nous nous faisons passer pour des touristes et louons les services d'un guide local. Ici, il y a beaucoup de gens qui viennent jouer, mais évidemment, personne ne gagne. Cet endroit est une concession accordée par le gouvernement laotien aux Chinois pour 99 ans. Ici, c'est une zone économique spéciale. On est autonome. Le gouvernement laotien ne contrôle pas cette zone. Nous avons notre propre administration, notre propre sécurité, et nous avons même l'armée. Mais quelle armée? L'armée chinoise. Mais alors on est dans quel pays ici? Maintenant, c'est en train de devenir la Chine. Mais la Chine au Laos, ils ont déjà tout acheté. Enfin, c'est ce que je pense. Dans cette ville artificielle, dédiée au plaisir et aux jeux d'argent, le King Romance est un hommage aux empereurs romains. On y vient de la Thaïlande voisine, mais surtout de Chine, là où les casinos sont interdits. Plutôt calme en journée, c'est un parc d'attractions pour adultes, avec son faux quartier historique et même son zoo. Nous poursuivons la visite. Là, on arrive au zoo. Bon, il n'est pas encore terminé, mais il sera très grand. Là, vous voyez, on a des ours noirs qui viennent de Chine. Ours noir d'un côté, tigre de l'autre. Deux espèces menacées d'extinction se partagent les enclos. Deux espèces très appréciées des gastronomes chinois, comme des trafiquants. Car ce zoo n'est en réalité rien d'autre qu'un immense garde-manger. C'est ce que montre cette vidéo tournée clandestinement par des militants de la cause animale. C'est quoi ces bouteilles d'alcool? C'est du vin d'os de tigre. Il a été préparé ici. C'est vous qui l'avez fait? Non, c'est le chef de Chinatown qui s'en occupe. Il y a des tigres dans un parc juste derrière. Ici, on a aussi des tigres empaillés, si ça vous dit. Nous, on récupère la viande car ils gardent les os pour faire du vin. Regardez, mais c'est pas de la viande fraîche, elle est congelée. Le restaurateur est prêt à tout pour satisfaire les goûts de sa clientèle, en toute impunité. Ici, le gouvernement laotien ne se préoccupe pas des animaux. Ils se fichent de savoir comment vous les élevez, comment vous les tuez, c'est pas leur problème. C'est pas trop difficile d'obtenir les permissions? Mais quelle permission? Y a pas besoin de permission? Pas besoin. Si tu veux tuer, tu tues. Si tu veux capturer, tu captures. Y a pas besoin de permission. La zone économique spéciale du Triangle d'Or est décidément très spéciale. C'est une zone grise, livrée à tous les trafics. Mais elle illustre la nouvelle influence chinoise au Laos. Depuis 2014, la Chine est devenue le premier investisseur étranger dans le pays, avec 4,5 milliards d'euros cumulés. Tourisme, transport, immobilier, les investissements chinois sont partout. Jusque dans l'agriculture. Peu à peu, ils redessinent les paysages du nord du pays. Avec la bénédiction du gouvernement laotien, des entreprises chinoises exploitent des dizaines de milliers d'hectares dans les provinces frontalières, des rizières reconverties en bananeraies. Cette famille s'est installée au cœur d'une plantation il y a 2 ans. Avec femme et enfants,
Wang a traversé la moitié du pays pour venir chercher fortune dans la province de Bokeo. On est venu ici parce qu'on nous avait dit que c'était un très bon travail. On nous avait dit que c'était facile, agréable et bien payé. C'est pour ça qu'on s'est installé ici. La plupart des gens qui travaillent dans les bananeraies viennent de très loin. Les gens du coin, eux, ils ne travaillent jamais dans ces plantations. Ils savent depuis longtemps que c'est un métier dangereux et que les propriétaires chinois sont des gens malhonnêtes. Au début, les Chinois nous ont dit que si jamais on tombait malade, ils s'occuperaient de nous. Que c'est la règle dans ces plantations. Mais en réalité, ils ne t'aident jamais. Le seul médicament qu'ils nous donnent, c'est l'opium. On le fume ou on le mange. Ça nous fait du bien. Et ça nettoie notre corps de tous ces produits chimiques. Plusieurs fois par semaine, Wang pulvérise des produits phytosanitaires sur les bananiers. Ah, ça fait vraiment tourner la tête. Des produits hautement toxiques fournis par les contremaîtres chinois. Wang ne reçoit ni consigne, ni protection. Si vous utilisez des produits herbicides, c'est mieux de le faire quand il n'y a pas de soleil. S'il fait trop chaud, vous vous sentez mal. Celui qu'on vaporise directement sur les bananes, il vous fait très mal au foie. Et vous avez aussi très mal à la tête. L'ouvrier agricole est bien conscient de mettre sa santé en péril, comme celle de ses enfants. Mais pour venir jusqu'ici, il s'est endetté et n'a désormais plus les moyens de repartir. Non loin de là, nous rencontrons un homme marqué dans sa chair par les pesticides. Après avoir pulvérisé ses produits pendant des mois, il est tombé malade. Cet ancien employé des bananeraies est tellement faible qu'il ne peut plus travailler. Ses journées, il les occupe avec ses coqs de combat. Quand je suis tombé malade, je n'arrivais plus à marcher normalement. Et la nuit, je ne pouvais même pas m'allonger sur le côté. À ce moment-là, je ne savais pas que ça venait du foie. C'est en allant me faire opérer à l'hôpital en Thaïlande que je l'ai découvert. J'ai aussi appris que mes maux de ventre étaient liés au travail dans les plantations de bananes. Jusque-là, je ne savais pas d'où venaient mes douleurs. Et vous avez quel âge ? J'ai 24 ans. Gravement intoxiqué, Keon a dû se faire enlever une partie du foie. Comme lui, ils sont des milliers dans les plantations, plus ou moins protégées, en contact au quotidien avec des produits phytosanitaires. Des produits présents du début à la fin de la chaîne de production. Mais difficile de savoir précisément combien de travailleurs sont victimes des pesticides. Dans le cadre de ses recherches universitaires, Je crois qu'il y a un passage par là. un homme s'est penché sur la question. Nous le retrouvons au bord du Mékong, au fond de son jardin. Il faudrait peut-être qu'on passe par-dessus. Ça, c'est pas des bananes chinoises. Mais suivez-moi, le Mékong est juste derrière. Lui aussi a bien du mal à obtenir des informations fiables sur les empoisonnements. Les bananes sont arrivées ici il y a que 5 ou 6 ans et pour l'instant, nous ne savons pas précisément combien de personnes sont mortes. Il n'y a pas eu d'enquête sur le long terme. Nous savons qu'il y a des cas, mais c'est très difficile à quantifier. Vous savez, les produits chimiques ne tuent pas les gens instantanément. Il faut 2 ou 3 ans de contact régulier avant que les toxines ne se développent dans le corps et n'attaquent le foie. C'est seulement après ça que les gens tombent malades et que certains d'entre eux meurent. Bien que les cas d'intoxication soient de plus en plus nombreux, les Laotiens continuent à louer leurs terres.
les compagnies chinoises sont très généreuses. Si vous louez vos terres pour planter des bananes, vous recevez autour de 1 200 € par hectare et par an. C'est beaucoup plus que si vous plantez du riz. De plus, vous n'avez plus besoin de travailler. C'est donc une très bonne opportunité pour les Laotiens. C'est pour ça qu'ils louent leurs terres aux Chinois. Mais le problème, c'est que les plantations sont très souvent près des rivières, car les bananes ont besoin d'eau. Alors tous les résidus chimiques vont directement dans le Mékong. Au Laos, critiquer la présence chinoise peut conduire en prison. Pour mesurer l'ampleur de cette pollution, nous traversons le fleuve et passons en Thaïlande, là où la parole est plus libre, à la rencontre des pêcheurs du Mékong. Leur zone d'activité se trouve juste en face des plantations de bananes. Il y a beaucoup de poissons et d'algues qui meurent. Et ceux qu'on pêche, ils sont de plus en plus petits. En tout cas, c'est ce que je constate en tant que pêcheur. Pour en avoir le cœur net, nous accompagnons Monsieur Sombat à la pêche. Moi, je ne sais pas vraiment ce qui se passe au Laos. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand ils font de l'épandage de l'autre côté, on sent l'odeur des pesticides, jusqu'ici. Selon une association locale, sur 96 espèces de poissons recensées dans cette portion du fleuve, 30 sont en danger. Il y a de moins en moins de poissons dans le fleuve. Et de nombreuses espèces ont totalement disparu. Par exemple, on ne trouve plus de poissons chats géants. La qualité de l'eau est devenue tellement mauvaise qu'on n'ose plus se laver avec. Alors qu'avant, on pouvait même la boire. Comme souvent, les filets de Monsieur Sombat sont vides. Je suis très triste, car j'avais l'habitude de pêcher beaucoup de poissons. Bien assez pour les vendre et envoyer mes enfants à l'école. Mais la pêche n'a plus aucun avenir. J'appartiens à la dernière génération des pêcheurs du Mékong. Le fleuve est en train de mourir, vous savez. C'est notre mer qui meurt lentement. Le Mékong n'est plus un fleuve sauvage. Ses eaux sont polluées. Mais plus que les pesticides, la principale menace qui pèse sur le fleuve, ce sont les barrages. Nous retournons au Laos. Avec ses milliers de kilomètres de cours d'eau, le pays pourrait alimenter une grande partie de l'Asie du Sud-Est en électricité. 11 barrages sont déjà en construction, sur une centaine de projets. Et ce sont une fois encore des entreprises chinoises qui sont à la manœuvre. Nous embarquons sur la Nam Ta, l'une des rivières les plus sauvages du pays. Dans moins d'1 an, cette vallée ne sera plus qu'un immense lac. Le batelier qui nous prend à son bord semble pourtant optimiste quant à l'avenir. Je pense que si les routes sont construites et que l'électricité arrive jusqu'ici, ça va nous apporter la prospérité. Notre communauté va enfin pouvoir se développer. Je suis très content que les Chinois soient venus ici pour nous civiliser. Mais après quelques minutes de discussion, la version officielle se fissure. Pour être honnête, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Moi, je ne sais pas comment je vais gagner ma vie si je ne peux plus utiliser mon bateau. Nous arrivons dans l'un des derniers villages qui n'a pas encore été évacué. Un village traditionnel où les femmes s'affairent sur leur métier à tisser, tandis que les hommes pêchent et font du cabotage. L'économie de cette communauté paisible repose entièrement sur la rivière. Dès que l'on aborde la question du barrage,
l'inquiétude se lit sur les visages. On veut nous forcer à partir. Il y a au moins 20 ou 30 villages qui sont dans la même situation. Nous, par exemple, on va devoir aller se réfugier tout en haut de la colline. Moi, je suis très en colère, car ce projet de barrage n'est pas bon pour nous. Et personne ne nous a demandé notre avis. On nous a promis qu'on toucherait de l'argent en compensation pendant 3 ans. Mais après, on va faire comment? Beaucoup d'entre nous ont protesté contre ça. Nos vies, nos villages sont ici. Et eux, ils veulent nous déplacer en haut d'une colline? Mais on fera comment pour avoir de l'eau sans notre rivière? Et pour se nourrir? La rivière, c'est aussi notre garde-manger. Bon, il est temps. Il faut y aller maintenant. Dans la vallée, la colère gronde. Mais il est désormais impossible de faire marche arrière. Rien ne semble pouvoir arrêter l'avancée du géant. Ça, c'est un village d'où les gens ont fui, car il sera bientôt submergé. D'ici au barrage, la plupart des villageois sont déjà partis. Certains d'entre eux n'ont trouvé nulle part où aller. Chaque jour, on voit des gens qui démontent leurs maisons et qui les transportent sur la rivière. C'est le sauve qui peut. Des familles quittent la zone du barrage avant sa mise en eau, emportant avec elles tous leurs biens pour les mettre à l'abri. Le barrage fait le vide autour de lui. Encore un peu plus bas, c'est un village totalement abandonné qui surplombe la rivière. Nous demandons à y faire halte. Salut les gars! J'ai des étrangers avec moi qui s'intéressent aux inondations. Une poignée de villageois refuse la fatalité, quitte à camper sur place en attendant la montée des eaux. Vous pouvez leur parler? Ouais, ils veulent savoir comment ça se passe avec ces histoires de déménagement. Allez-y, exprimez-vous, hein. Exprimez vos souffrances. L'homme qui souhaite nous faire visiter sa maison est un résistant. Sa demeure est la dernière du village à tenir encore debout. Ici, c'est ma maison. Suivez-moi, on va monter. Ici, c'était notre chambre. Aujourd'hui, je vis seul avec ma femme et mon fils. J'ai déménagé les esprits des ancêtres. Ils sont déjà partis avec nous. Il n'y a plus d'esprit ici. L'homme ne peut se résoudre à quitter sa terre. Mais comme tous les habitants du village, il a dû accepter le marché proposé par l'entreprise chinoise. Abandonner ses biens contre des indemnités. Quand les Chinois sont venus nous voir dans notre village, on était contents. Car ils disaient qu'ils allaient développer cet endroit, qu'on en profiterait tous. Mais tout ce qu'ils nous proposent, ce sont des compensations financières ridicules et des maisons pourries. On s'est fait complètement avoir. Alors pourquoi avez-vous signé les documents? Si j'avais su quelles étaient les conditions, je n'aurais jamais signé. Je suis un paysan, moi. Ils m'ont demandé de signer, alors j'ai signé. Je suis tellement triste que je n'arrive plus à dormir la nuit. J'ai même cru que je devenais fou. Mais que voulez-vous? J'ai pas le choix. On est déracinés. Sur la rivière Namta, l'exode se poursuit. La construction du barrage est presque terminée.
la montagne a déjà en partie disparu. Les bateaux ne passent plus. Plus de 10 000 Laotiens doivent se plier au diktat de l'entreprise chinoise. Démonter leurs maisons, planche par planche. Fuir devant ce géant à 500 millions de dollars. Mais de l'électricité produite par cette montagne de béton, les villageois de la Namta ne verront sans doute jamais rien. L'énergie partira en Thaïlande et en Chine. Peu à peu, le pays du million d'éléphants devient ainsi une sorte de province chinoise, une colonie qui ne dit pas son nom. Des régions entières vivent à l'heure de Pékin. C'est le cas de la ville frontière de Boten, la toute première des zones économiques spéciales, symbole de l'amitié entre la Chine et le Laos. La patronne des lieux nous fait la visite. Nous, on est venus ici et on a acheté beaucoup de terre. Et comme vous le voyez, on a construit tout ça. Avant, il n'y avait rien ici, mais on a tout aménagé. Maintenant, l'activité principale, c'est les casinos. Il y a aussi des banques qui sont venues s'installer et des grands magasins. Cette femme d'affaires n'a qu'une dizaine de minutes à nous accorder. Elle est très occupée. Elle nous confie donc à l'un de ses employés, le seul à parler quelques mots d'anglais. Nous demandons à profiter de la vue sur la ville. Mais en escaladant le plus haut des immeubles, surprise, il est totalement vide. Il était pourtant censé accueillir un casino. Savez-vous pourquoi ce casino n'a jamais été terminé? Il vaut mieux pas répondre à cette question. Bon, je t'explique. C'était une campagne nationale pour lutter contre... tu vois ce que je veux dire? Non, je sais pas trop. Mais si, pour lutter contre la drogue, le sexe et le jeu. C'est devenu une zone interdite à l'international parce qu'à l'époque, il s'est passé pas mal de choses pas claires ici et ils ont tout arrêté pour qu'il n'y ait plus de drogue, de jeu et de prostitution. Alors, ce qu'il faut dire pour présenter ce lieu maintenant, c'est que c'est un centre touristique qui ressemblera bientôt à Hong Kong ou plutôt à Singapour. Mais non, c'est mieux Hong Kong. Parle de Singapour, c'est mieux. Hong Kong, c'est mieux. Ok, comme tu veux. Oui, je vais leur parler d'Hong Kong. Bon, je reprends. À l'avenir, il n'y aura plus de casino. Mais nous avons repris les constructions pour faire de Boten un centre touristique. Nous voulons bâtir notre réputation sur le tourisme et non sur le jeu. Nous voulons faire de cette ville la Hong Kong du futur. La Chine n'en a donc pas tout à fait terminé avec ses projets au Laos. Elle impose son modèle, quelles qu'en soient les conséquences pour le pays le plus pauvre d'Asie du Sud-Est. Reste à savoir jusqu'à quand les Laotiens vont supporter cette nouvelle forme de colonisation.